On accueille notre troisième candidate, Sophie Thévenet. Bonsoir, Sophie. Je veux poser des questions à Bruno. Bonsoir. Oh, mais arrête. Non, après. Non. Les questions à Bruno, c'est après les candidats. Sophie, tu es candidate sur la 5e circonscription des Yvelines, donc l'est des Yvelines, Maison Lafitte, Sartrouville, pour ceux qui connaissent. Et on va passer tout de suite à ton portrait. Sophie Thévenet, tu es candidate donc sur la 5e circonscription des Yvelines. Tu as 61 ans, tu es cadre dans un cabinet d'experts comptables. Et tes goûts musicaux, c'est la Motown. Quand tu veux aller en militant, tu veux militer, que tu veux tracter, que tu veux coller, tu mets de bonnes baskets. Alors, on te surnomme, chez nous, Prune Bourbon, la candidate new-yorkaise. Oh. New-yorkaise, soit. J'ai un son de merde. Un son de merde. Il y a un son de merde. Non, ça va, on entend bien, Sophie. Ah bon? Vas-y, Sophie, tu dis quelques mots? Vas-y, reparle. New-yorkaise, c'est pas trop mon trip. Moi, je suis des Yvelines, Maison Lafitte, Sartrouville, Montesson. Pourquoi New York? Parce que la mode. Les baskets. Et les baskets. Ah, la Motown et les baskets. Alors, les baskets, c'est plutôt pour courir en manif. C'est pratique, surtout en ce moment. Tu vas en manif? J'y suis allée beaucoup au moment des Gilets jaunes, oui, énormément. Je les ai pratiquement toutes faites, les manifs des Gilets jaunes. Et j'ai beaucoup couru. Gazé, nassé, le trip habituel du manifestant. Et j'ai travaillé du coup sur un sujet qu'on a peu entendu dans les médias, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas mes premières manifestations, moi j'en avais fait d'autres auparavant, mais j'ai été très surprise du changement de comportement de la police nationale. Et j'ai beaucoup cherché à comprendre qu'est-ce qui avait provoqué ce changement. Et j'ai découvert aussi grâce au programme de l'Avenir en commun, le code de déontologie de la police nationale qui a changé à partir du 1er janvier 2014 sous François Hollande. Donc ça ne remonte pas à Macron, c'est plus vieux que ça. Le code de déontologie a changé. Et aujourd'hui, on a un code de déontologie qui dit dans le tout premier paragraphe que la police nationale est là pour garantir, je vais vous donner le texte exactement, la défense des institutions, des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix, de l'ordre public, la protection des personnes et des biens. Et en 1986, on avait un autre code de déontologie qui est donc resté en application jusqu'à Manuel Valls. Et dans ce code de déontologie, on nous disait que, je retrouve le texte, la police doit garantir les libertés et la défense des institutions de la République, le maintien de la paix, de l'ordre public, la protection des personnes et des biens. Est-ce que vous avez entendu la différence? Oui. Vas-y, dis-moi. Le début, c'est que Ah putain, je l'ai bouffé. Oui, le début n'est pas le même du tout. Et l'introduction n'est pas la même. Il y a un mot qui a sauté entre 1986 et 2014, c'est le mot des libertés. Liberté, ouais. Oui, c'est ça. Voilà, en 1986 et jusqu'en 2014, la police nationale était là pour garantir les libertés, c'est-à-dire liberté de déplacement, de mouvement, d'expression, d'opinion, les libertés individuelles. Et ce mot liberté a sauté et aujourd'hui, la police est là pour garantir la défense des institutions et non seulement la défense des institutions et des intérêts nationaux. Et ce changement sémantique, ça révèle une dérive, tu vois, de la police nationale pour défendre non plus le peuple, les libertés et les individus et les libertés individuelles, mais les institutions et les intérêts nationaux, c'est-à-dire le pouvoir en place. Ouais. C'est quand même intéressant, c'est que 2014, on est 2 ans avant la loi travail, et c'est à ce moment-là qu'effectivement la stratégie de maintien de la paix a changé. Quoi. Et les forces de l'ordre se sont plus du tout comportées de la même façon en manifestation.
À partir de 2014 et 2016, c'était flagrant, parce que là, il y a eu des grosses manifestations contre la loi travail et on ne comprenait pas pourquoi la police se retrouvait devant les cortèges des manifestants, alors que d'habitude, elle était derrière. Et là, on les avait devant nous. Et c'est le déclic, je pense, il s'est passé à ce moment-là, et c'est passé complètement inaperçu, dans un silence assourdissant. Aucun média n'a relevé le truc, alors que c'est énorme. Ben oui, si on enlève le mot liberté, c'est vraiment effectivement énorme parce que ce que tu dis, je l'ai vécu aussi parce que j'ai fait beaucoup de manifs gilets jaunes, ça incite presque à la provocation. On met la provocation en mettant les flics devant une manif. Moi, je les ai vus en étant... j'essaye de pas me mettre devant parce que j'ai pas envie de prendre des coups, mais j'étais à un moment devant avec des gens tout à fait raisonnables et à un moment, la police, on a fini par s'approcher un peu trop près. Ils nous ont dit « reculez ». Ils disent à une manif où il y a 40 000 personnes, reculez. Non, on ne peut pas reculer. Vous barrez-vous. Et on ne peut pas, parce que les gens derrière, ils poussent. Et quand on s'est retrouvé trop près, il y en a un qui a crié dernière sommation, et à partir de là, ça a été gaz, contact, ce que l'allemand appelle aller au contact avec le bouclier. Et c'était presque une provocation. On ne peut pas dire à une manif de reculer, ça n'a aucun sens. Et le fait qu'ils aient ces droits-là, qu'ils se soient octroyés ces droits, qui leur ont été donnés en plus par Manuel Valls, qui est ce mec qui était la pire chose qui puisse exister au monde, je crois que oui, tu as raison. Le fait d'enlever liberté, il y a quelque chose qui a changé. Mais il ne faut pas dire ça, parce qu'il ne faut pas dire que toute la police et tout ça. Mais à partir de combien de cas individuels dans la police, ça devient une sale habitude. C'est vrai, combien de cas individuels il faut? Parce que c'est des brebis galeuses, mais voilà, dans un troupeau, quand il y a 80% de brebis galeuses, c'est toujours des brebis galeuses ou c'est un troupeau qui est comme ça? C'est tout le problème. C'est tout le problème de définir les structures à partir de comportements individuels. C'est pour ça qu'il faut refonder la police de la cave au grenier. Hein, de la cave au grenier, absolument. Ouais. Il faut revoir la formation des policiers. Il y a des policiers qui sont exemplaires, hein, je le dis. Bien sûr. C'est certains policiers qui se permettent des comportements inappropriés et qui sont couverts par leur hiérarchie. Il est là aussi le problème. C'est pas seulement le policier, c'est la hiérarchie qui est au-dessus. Donc, revoir la formation, c'est une évidence. Revoir la formation des policiers, rouvrir des écoles de police nationale, interdire des comportements comme la clé de bras, non, c'est la clé d'étranglement, qui est pratiquée, qui a donné qui a fait des dégâts dramatiques. Il y a eu des morts quand même. Hein. Ouais, mais c'est ça, je suppose que le vieux, quand le vieux, on va refonder de la tête. Et c'est un travail important dans notre République parce qu'il faut rétablir la confiance entre les citoyens et sa police. On ne peut pas vivre dans un pays si on n'a pas confiance dans notre police. Mais c'est ce que veut dire le vieux en disant réformer de la cave au grenier. Hein. De la cave au grenier. Il faut vraiment tout changer. Bon. J'ai une petite idée de ce que va donner la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Ta circonscription, quand tu seras député le 19 juin, quelle est la loi que tu voudras porter en premier dans l'hémicycle? Moi, j'ai déjà répondu par avance, là, j'ai l'impression. Mais c'est mon souci, si je suis députée, c'est de défendre les services publics. Je suis une amoureuse des services publics. Je considère que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Le service public appartient au peuple. Les services publics, c'est essentiel. On ne peut pas se reposer sur les services privés et ne parler que des services privés à tout bout de champ comme une solution à tous nos problèmes. C'est faux. Et on l'a prouvé depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. On était un des pays où les services publics fonctionnaient le mieux. En 2000, on était classé parmi les 5 premiers pays au monde pour notre service de santé. On a dégringolé depuis. Hein. Donc, on a connu des fermetures de lits. Là, en 4 ans, le gouvernement a fermé plus de 12 000 lits. Et l'année où on en a fermé le plus, c'était pendant l'année du confinement, en 2020. Ouais. Alors, ce n'est pas au moment où Macron est devenu président de la République que tout d'un coup, on s'est mis à fermer des lits. Le problème, il a démarré bien avant. Ce n'est que la conséquence.
mais il va falloir se retrousser les manches et travailler sérieusement sur le sujet. On a besoin des services publics. On ne ferme pas les services publics. Sophie, tu es dans une circo plutôt aisée, on peut dire, du 78. Est-ce que des Yvelines, donc de l'Ouest parisien, pour ceux qui ne vivent pas à Paris, est-ce que c'est des problématiques que tu rencontres quand même dans ta circonscription? C'est des problématiques, c'est pas plus dans ma circonscription qu'ailleurs. On met plus de temps pour décrocher un rendez-vous chez le gynécologue, chez l'ophtalmo, chez tous les médecins spécialistes. C'est pas plus ici qu'ailleurs. Ce que je remarque, c'est que c'est arrivé ici, alors qu'il y a 10 ans, on entendait dire que ça n'arrivait qu'en province. C'est ça. Dans les régions, on entendait dire attention, on manque de médecins. À Paris, ça allait encore bien, donc on ne s'en souciait pas. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Merci pour ta réponse. On passe à la question prune. Alors, à qui est-ce que tu dois coller des tartes dans ta circonscription pour gagner? Et est-ce que et comment se passe l'alliance de toutes les forces de la NUP pour ta campagne? Mon adversaire principal pour gagner, il faut que je passe devant l'adversaire principal, qui est la députée sortante, qui est quelqu'un qui a une certaine notoriété, qui est Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois, qui ne s'est pas fait connaître de façon très glorieuse. Je trouve que son bilan n'est pas forcément très positif, puisque elle était la présidente de la commission des lois qui a enterré l'affaire Benalla. Au moment de l'affaire Benalla, elle a blanchi Benalla et puis elle a classé l'affaire sans suite, ce qui est franchement ce qui pose problème, quoi. On se demande si on a une présidente de la commission des lois ou une députée Playmobil obéissante et sans personnalité. C'est pas possible de classer une affaire comme ça. Et puis, c'est également la députée qui a voté contre lorsque la France Insoumise avait proposé qu'on mette en application le plan Orsec pour distribuer de l'eau potable en Guadeloupe et à Mayotte au moment du confinement. On le sait, l'eau, c'est le problème numéro 1 dans les DOM-TOM, et elle a voté contre. Une mère de famille, il y a les mères de famille, elle a des enfants, on ne peut pas voter contre une loi, une proposition qui consiste à distribuer de l'eau. L'eau, c'est vital pour ces familles en Guadeloupe. C'est monstrueux d'avoir fait une chose pareille. Bon, évidemment, ce n'est pas dans le bilan qu'elle distribue dans les boîtes aux lettres aujourd'hui. Bien sûr. Et d'ailleurs, la petite, je dirais la petite ironie de l'histoire, c'est qu'elle vient d'être nommée ministre des Outre-mer. Ça, c'est une sacrée insulte, je trouve, à l'égard de nos compatriotes ultramarins. Une ministre qui a voté contre la distribution de l'eau aux familles et aux enfants là-bas, elle est nommée ministre. Je ne sais pas très bien comment c'est vécu là-bas. Sûrement très bien. Oui. Parce qu'ils n'ont aucune mémoire, ils ne regardent pas du tout la télévision, ils ne s'intéressent pas du tout. Je pense que son premier voyage va être sympathique, si elle a l'occasion de faire un premier voyage, parce que le but, c'est quand même qu'elle n'ait pas l'occasion d'ici 15 jours de faire quelques voyages que ce soit. Et on va compter un peu sur toi pour faire ça, mais dans une circonscription qui a l'air, enfin, ce que dit Michel, qui est un peu bourgeoise, est-ce que ça, tu réussis à l'expliquer? Est-ce qu'il y a une écoute chez les électeurs de ça, de ce qu'elle a fait? Je ne me bats pas. Là, je vous dis ce que je pense de mes adversaires, mais je ne me bats pas sur ce terrain-là. Je veux convaincre, je veux rassembler, je ne me bats pas contre. Je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie, ce n'est pas constructif. Je suis là pour rassembler les gens autour d'un programme et je défends le programme. La candidate n'est pas ma priorité, enfin l'adversaire de la République En Marche n'est pas ma priorité. Il y en a d'autres des adversaires, je la combats elle comme les autres. D'accord. Il y a qui d'autre? Écoutez, il y a 10 candidats au total sur la circonscription. On est 10.
Et sur les 10, il y a 7 candidats de droite. Je les remercie. Ils m'ouvrent un boulevard jusqu'au deuxième tour. Alors, je te le redis, encourage-les à faire entendre leurs différences. Absolument. C'est très important. Je les laisse s'entre-déchirer et je reprendrai le combat face à ceux qui auront passé le premier tour quand on sera ensemble au second. Mais à un moment, il faudra faire partie, il faudra évoquer le bilan parce que malheureusement, elle en a un. Pour elle, malheureusement pour elle, elle a un bilan et il ne faut pas s'occuper de l'adversaire. C'est vrai que mobiliser au premier tour autour de toi, c'est sans doute la meilleure solution. Mais au second, il faudra quand même dire cette personne a fait telle et telle et telle chose. Donc, si vous voulez cautionner ces choses-là, votez pour elle. Mais vous serez caution de ça. Et vous savez que vous êtes caution à la fois de l'affaire Benalla et des votes contre la distribution de flotte dans les dom-toms. Donc, un électeur peut être sensible à ça quand il est flottant, se dire non, c'est vrai quand même, elle a quand même été un peu bizarre celle-là. Je vais essayer la candidate de la NUP. Et voilà. Donc, c'était dans ce sens-là que je voulais le dire. C'est une excellente stratégie, effectivement. Question Bourbon. On a l'habitude de définir cette émission comme un centre de service. De quoi as-tu besoin concrètement des vidéastes, des webmasters, des militants, des sous pour faire en sorte que les 3 semaines de campagne soient les meilleures possibles? J'aurais besoin d'aide, je pense, au deuxième tour, effectivement. Le premier se déroule bien, on est bien, on a réussi à fédérer autour de nous les autres acteurs de la NUPES. On fait des porte-à-porte ensemble, on fait des réunions visio ensemble, ça fonctionne bien et je pense que le premier tour va se dérouler assez facilement. Espérons. Deuxième tour, là, j'aurais besoin d'un coup de pouce et j'ai pensé que j'aimerais voir arriver les caravanes populaires, comme on l'a vu dans toutes les campagnes depuis 2017. J'aimerais bien que les caravanes populaires reprennent la route au deuxième tour. C'est sûr que c'est court, c'est 1 semaine, mais nous avons sur notre circonscription la ville de Sartrouville, qui est la 2e ville des Yvelines avec plus de 55 000 habitants. C'est quand même un enjeu fort décrocher cette circonscription. Et c'est la ville qui a mis Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour de la présidentielle au mois d'avril. Oui. On a eu plus de 33% des votes sur Sartrouville pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui est énorme. Hein. C'est plus que le score national. Là, j'aimerais que la caravane populaire vienne s'arrêter une journée dans la ville de Sartrouville, dans les quartiers nord. Ce sont des quartiers populaires qui sont délaissés par la mairie, avec énormément de bars HLM. Les bailleurs sociaux gèrent le quartier complètement. Il y a des nids de poules dans les rues. Enfin, c'est des gens qui ont besoin de se faire entendre et qu'on s'occupe d'eux. Je voudrais bien ça. Écoute Sophie, il s'avère que je vis dans le même département que toi, donc je vais essayer de prendre contact avec les autres militants du 78 pour qu'il y ait une caravane populaire qui fasse le tour des quartiers populaires de ce département, qui est un département bourgeois, mais avec beaucoup de villes populaires, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, Trappes. Et donc, ça vaudra le coup de faire une étape par Sartrouville, effectivement. Donc, je le note, je l'intègre et j'en fais part aux camarades du département pour que la caravane populaire fasse une étape à Sartrouville. Voilà, et on te tiendra informé de la suite de ça. On passe à la technique ninja. Alors, quelle est la technique qui t'est propre et que tu peux conseiller aux autres candidats pour faire la meilleure campagne possible? S'appuyer sur une équipe avec des compétences toutes différentes. Là, j'ai autour de moi une équipe qui est vraiment formidable. J'ai moi-même déjà une certaine expérience parce que j'ai fait des campagnes municipales. J'ai été candidate déjà aux législatives en 2017 pour la France Insoumise. Donc, j'ai le cuir un peu tanné. Hein, les réunions publiques, j'en ai fait, des porte-à-porte, des collages, des tractages. Enfin, j'ai tout expérimenté et je vois arriver aujourd'hui dans l'équipe des jeunes, des très jeunes même. On a même vu arriver
un tout jeune au dernier tractage qui avait 15 ans. Et je trouve ça génial, cette génération qui monte, qui a envie, qui a de l'appétit pour la politique. C'est tellement rare. Il y en a un en particulier qui est précieux dans l'équipe de campagne, qui est un étudiant à Sciences Po et qui est doué avec les réseaux sociaux, qui nous fait des visuels en permanence, qui a réussi à avoir 600 followers sur notre adresse Twitter. Enfin bon, vraiment une campagne à la fois avec des gens aguerris et des jeunes formés sur les réseaux sociaux. C'est mon conseil. Bon. C'est un bon équilibre, oui. Sophie Thévenet, tu es candidate dans la 5e circonscription des Yvelines, Sartrouville, Maison Lafitte, Montesson. Merci à toi de nous avoir consacré du temps. On te donne toute la force nécessaire pour finir ces 3 semaines de campagne à fond. Je ferai en sorte que la caravane insoumise, enfin en tout cas, je vais partager aux camarades ton envie que la caravane insoumise passe par Sartrouville. Et puis, on te retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Ça marche. Salut, à bientôt. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Merci.